Le jour où mes parents ont divorcé, 2 accords étaient posés sur la table. L'un signifiait rester dans le vieux quartier avec mon père, qui se noyait sous les dettes de jeu. L'autre, déménager sur la côte avec ma mère, qui, dans ma vie antérieure, s'était remariée avec un homme riche. Ma petite sœur, Chloé, pleurait et suppliait pour rester avec maman. J'ai silencieusement fait mes valises et suivi mon père. Plus tard, papa a arrêté de jouer et est devenu millionnaire, me gâtant à l'excès. Chloé, en revanche, a été maltraitée psychologiquement et piégée à la maison par son beau-père. Elle a fini par succomber à la dépression et est décédée. Cette fois-ci, Chloé a arraché la cigarette des mains de papa et l'a serré fort dans ses bras, refusant de le lâcher. Jade, je me sens mal pour papa. Toi, va chez maman, d'accord? Je te garderai la belle vie ici. Papa s'est arrêté, puis a caressé affectueusement la tête de Chloé, un air de soulagement sur son visage. Je n'ai rien dit, ramassant le billet de train pour la côte. Chloé ne savait pas que dans ma vie antérieure, papa n'avait arrêté de jouer que parce que moi, rongé par une tumeur au cerveau, je m'étais tué au travail pour payer ses dettes, en crachant du sang. Ma vie avait été le prix de sa paix temporaire. Maintenant, revenu à la vie sans agent de recouvrement frappant à la porte, tout ce que je voulais, c'était une bonne nuit de sommeil. J'ai attrapé mon sac de sport. Sors. Va-t'en. Va retrouver ta mère, celle qui se soucie plus de l'argent. Papa a agité la main comme pour chasser une mouche. Chloé s'est cachée derrière lui, me faisant une grimace enfantine. Ses lèvres formèrent exagérément les mots, « Sœurette, ne viens pas me supplier pour de l'argent plus tard. » J'ai simplement souri sans rien dire. Puis je me suis retournée et j'ai marché sous la pluie. J'ai rentré les épaules, sentant un frisson s'infiltrer jusqu'à mes os. Honnêtement, peu importait où j'allais. Je voulais juste trouver un endroit calme pour endurer ces derniers instants. Fini les créanciers qui tambourinent à la porte. Fini l'odeur écœurante des cigarettes bon marché. La Mercedes noire de maman s'est arrêtée au bout de la ruelle. La vitre s'est baissée, révélant son visage parfaitement maquillé. Elle a froncé les sourcils en me voyant, trempée de la tête aux pieds, une lueur de dégoût dans les yeux. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Monte vite. Ne salis pas la voiture. » J'ai ouvert la portière arrière, sur le point de me glisser à l'intérieur. « Mets ce sac dans le coffre, » a dit maman en désignant mon sac. Il est dégoûtant, probablement plein de microbes. J'ai marqué une pause, puis j'ai docilement refermé la porte et mis le sac dans le coffre. De retour dans la voiture, je me suis blottie dans un coin, faisant attention de ne pas toucher les sièges en cuir. Le chauffage était à fond, mais j'avais toujours froid. « Jade, une fois que nous serons arrivés, tu devras être raisonnable, » a dit maman, me regardant dans le rétroviseur. « Ton beau-père n'aime pas le bruit. Ne sors de ta chambre qu'en cas de nécessité. Mange en silence, ne traîne pas les pieds quand tu marches, et ne mentionne jamais ton père. C'est une mauvaise nouvelle. » J'ai regardé la pluie qui striait la vitre et j'ai hoché la tête. Compris. Une douleur familière et aiguë m'a transpercé la tête. Ma vision s'est brouillée. J'ai pressé mon front. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé maman, le ton impatient. « Rien, juste le mal des transports, » ai-je dit. « Si délicate, » a ricané maman. « Tout comme ton père. » J'ai fermé les yeux, ravalant le goût métallique qui me montait à la gorge. La prochaine fois, je ne me porterai pas volontaire pour ça. Le trajet de 5 heures s'est terminé dans un lotissement de villas à flanc de colline. Il faisait nuit noire dehors, mais tout était illuminé. L'endroit semblait étrangement silencieux. Nous sommes arrivés. Maman s'est garée, a retouché son rouge à lèvres et a pris une profonde inspiration, se métamorphosant en l'épouse douce et dévouée qu'elle devenait pour lui. « Sors. N'oublie pas de l'appeler Monsieur Henderson. » Je l'ai suivi à l'intérieur avec mon sac. Un homme était assis sur le canapé du salon, une couverture sur les jambes, un livre à la main. Il a levé les yeux en nous entendant. C'était mon beau-père, Robert Henderson, le même homme qui, dans ma vie antérieure, avait lentement étouffé Chloé jusqu'à ce qu'elle craque. « Tu es rentré ?» a-t-il dit d'une voix plate. « Robert, voici Jade » a dit maman d'un ton enjoué, me poussant en avant.
Jade, dis bonjour à Monsieur Henderson. Je me suis légèrement inclinée. Bonjour, Monsieur Henderson. Il a tourné une page comme s'il n'avait pas entendu. Après quelques secondes, il a émis un son neutre et évasif. Son regard s'est posé sur mes chaussures mouillées et son front s'est plissé légèrement. La moquette vient d'être changée. Il a rabaissé la tête sur son livre. La première chambre à gauche à l'étage est la chambre d'amis. Elle est prête. Merci, Monsieur Henderson, ai-je dit. Maman a expiré de soulagement et m'a tiré à l'étage. Tu vois, a-t-elle chuchoté, Monsieur Henderson est un homme bon. Contente-toi de ne pas le contrarier et tu pourras rester dans ta chambre. C'était immense et vide. Maman, ai-je dit alors qu'elle se tournait pour partir. Quoi? J'aimerais changer de chambre. Son expression s'est immédiatement assombrie. Jade, tu commences déjà à faire la difficile? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette chambre? Elle est 100 fois mieux que le taudis de ton père. Ne sois pas ingrate. J'ai attendu qu'elle ait fini. Non, cette chambre est orientée au nord. Il y fait trop froid. J'en voudrais une orientée au sud, même si elle est plus petite. La tumeur au cerveau faisait que mon corps avait du mal à réguler sa température. J'avais toujours froid. Seule la lumière du soleil m'aidait. Froid. Allume la climatisation. Les chambres orientées au sud sont le bureau de Monsieur Henderson et un débarras. Alors le débarras. Maman m'a dévisagé. Tu es folle? Pourquoi voudrais-tu loger dans un débarras? Essaies-tu de lui faire croire que je te maltraite? Sa voix est devenue stridente. Je me suis bouché les oreilles. Mon cerveau avait l'impression qu'il allait éclater. J'ai juste froid, ai-je répété. 2 coups légers ont retenti à la porte. Robert Henderson se tenait là, un verre d'eau à la main, l'expression sinistre. Qu'est-ce que c'est que tous ces cris, a-t-il demandé. Maman a instantanément adopté un ton différent. Rien, Robert. Cet enfant fait des siennes, elle se plaint de la chambre. J'étais sur le point de lui donner une leçon. Robert m'a regardé et j'ai soutenu son regard. Son visage était pâle, ses lèvres presque incolores, comme s'il était malade. Quelle chambre veux-tu, a-t-il demandé. Celle qui est orientée au sud, ai-je dit, en montrant le bout du couloir. Là où vous stockez les vieux meubles. Ça ira. Il y a du soleil. Il est resté silencieux un instant. Fais comme tu veux. Mais ne crie pas dans le couloir. Il est parti. Maman m'a donné une pichenette sur le front. Vas-y, mets-moi dans l'embarras. Loger dans un débarras. Que vont penser les gens? Je l'ai ignoré. Portant mon sac, j'ai marché jusqu'au bout du couloir et ouvert la porte. La poussière tourbillonnait dans l'air, mais le soleil inonderait la pièce le matin. C'était suffisant. J'ai fait mon lit et glissé l'album photo sous mon oreiller. Mon diagnostic y était caché. Tant que je n'étais pas morte, personne ne serait assez désœuvré pour fouiner. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Pas de créancier dans mes rêves, seulement l'obscurité. Je me suis installée dans la maison comme un fantôme. Robert aimait tellement le silence que même les femmes de ménage marchaient sur la pointe des pieds. Maman essayait tout pour lui plaire. Cuisiner des soupes, faire des massages, regarder les ennuyeuses nouvelles financières. Elle vivait là comme une domestique de luxe. Quant à moi, je quittais rarement ma chambre, sauf pour les repas. Le débarras avait été nettoyé. La lumière du soleil était merveilleuse. Je m'asseyais souvent près de la fenêtre tout l'après-midi, m'en imprégnant comme une vieille femme. Parfois, Robert passait et s'arrêtait en me voyant prendre un bain de soleil. Il ne parlait jamais, mais son regard était étrange, comme s'il regardait quelqu'un de familier. Un après-midi, au déjeuner, la table était silencieuse, à l'exception du cliquetis des fourchettes. Soudain, mon téléphone a vibré bruyamment dans la pièce calme. Robert a froncé les sourcils. Maman m'a fusillé du regard. Qui t'a dit d'apporter ton téléphone à table? Aucune manière. Raccroche. J'ai sorti mon téléphone et vu le nom de l'appelant. J'ai appuyé sur refuser. 2 secondes plus tard, il a de nouveau vibré.
J'ai de nouveau refusé. La troisième fois qu'il a sonné, Robert a posé sa fourchette. Réponds, a-t-il dit. Ça me donne mal à la tête. Je suis sortie sur le balcon et j'ai répondu. La voix de Chloé a explosé dans le récepteur. Jade, tu le fais exprès? Tu as pris le livret d'épargne? Quel livret d'épargne? Papa dit que le livret de famille a disparu et que tu l'as volé. Il y a 4600 € dessus. J'ai ricané. Ces 4600 €, c'était ce que j'avais gagné en faisant la plonge l'été dernier. C'est mon argent, ai-je dit. Même si tu l'as gagné, c'est toujours l'argent de la famille, a rétorqué Chloé. Papa ne peut plus acheter de cigarettes maintenant, et il est en pleine crise. En arrière-plan, j'entendais des bruits de casse et les jurons furieux de papa. J'aurais dû t'étrangler à la naissance. Même à des kilomètres de distance, ces sons m'étouffaient. Je ne l'ai pas volé, ai-je dit calmement. C'était mon fonds médical. Quelle maladie as-tu? S'est moquée Chloé. Arrête de jouer la victime. Fais le virement maintenant ou je dirai à tout le monde dans ton école que tu te fiches que ton propre père meure. J'ai regardé les fleurs épanouies dans le jardin, rouges comme le sang. Chloé, c'est le chemin que tu as choisi, alors suis-le, même s'il faut ramper. Ne me dérange plus. J'ai raccroché et les bloqué. En me retournant, un flot chaud coula de mon nez. J'ai touché, c'était humide et épais, du sang. J'ai pressé un mouchoir dessus, mais il continuait de couler, s'égouttant dans ma gorge et me donnant la nausée. Je me suis précipitée vers la salle de bain du rez-de-chaussée. Le sang maculait la moitié de mon visage. J'ai ouvert le robinet et je me suis lavée. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis figée. Dans le miroir, Robert se tenait derrière moi, les yeux fixés sur le lavabo teinté de rose. Juste un saignement de nez, ai-je marmonné. Probablement la chaleur. Il n'a pas répondu. Il s'est avancé et m'a tendu une serviette propre. Essuie-toi. Merci, monsieur Henderson. Il a jeté un coup d'œil au sang qui tourbillonnait dans le siphon. Ça arrive souvent? Occasionnellement, ai-je menti. Tu devrais voir un médecin. Pas besoin. C'est un vieux problème. J'ai essayé de me faufiler, mais il m'a arrêté. Jade. J'ai levé les yeux. Tu n'as pas à vivre si prudemment dans cette maison, a-t-il dit. Ta mère est ta mère. Toi, tu es toi. Je me suis figée. Si tu ne te sens pas bien, dis-le. Arrête d'essayer de faire la dure. Personne ne te décernera de médaille pour tout endurer seul. Il s'est retourné et s'est éloigné, me laissant dans la salle de bain. La serviette dans ma main avait une légère odeur de pain. Son parfum, mêlé à quelque chose comme de la décomposition. Quand le restaurant a brûlé, tout le monde a dit que c'était de ma faute. J'avais 16 ans, le visage couvert de suie, les pointes des cheveux roussis, pieds nus sur le parking tandis qu'une lumière orangée léchait le ciel derrière moi. L'odeur d'huile et de plastique brûlé s'accrochait à ma peau comme une malédiction. Des sirènes hurlaient quelque part au loin. Mes mains tremblaient si fort que le briquet dans ma paume cliquetait. Ma mère a vu le briquet, pas le tremblement. Toi, a-t-elle murmuré, sa voix fine et tranchante comme du verre brisé. Que as-tu fait, Emma? J'ai ouvert la bouche, goûtant la fumée et le métal. Ce n'est pas, elle m'a arraché le briquet de la main et l'a brandi comme une preuve dans un procès. Derrière nous, les flammes rugissaient, dévorant 20 ans de graisse, de souvenirs et de dettes à peine remboursées. Menteuse, a-t-elle crié. Tu as toujours détesté cet endroit. Tu as toujours voulu tout gâcher. Ma petite sœur, Lily, sanglotait dans la manche de sa veste, les yeux écarquillés, le mascara coulant. Les clients regardaient de l'autre côté du parking. Monsieur Gonzalez de la quincaillerie. Madame Parker, qui se plaignait toujours des frites. Des inconnus avec leur téléphone sorti, en train de filmer. Mon père avait déjà disparu dans le chaos, parlant aux pompiers, à la police, à l'expert en assurance qui était arrivé comme par hasard avant l'aube, comme s'il avait attendu cette nuit. Je me tenais au milieu de l'asphalte, toute ma vie brûlant derrière moi, et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Peu importait que j'aie allumé l'allumette ou non. L'histoire avait déjà choisi son méchant.
Plus tard, dans la version officielle, il n'y avait aucune mention d'une friteuse défectueuse ou des problèmes électriques que nous avions ignorés pendant des mois. Le rapport indiquait que l'incendie avait commencé dans le placard de stockage sec. Il mentionnait un accélérant. Il mentionnait un incendie criminel présumé dans un langage clair et détaché. Il ne mentionnait pas que mon père y gardait un bidon d'essence pour la tondeuse. Il ne mentionnait pas ses dettes de jeu. Il ne mentionnait pas la façon dont il avait regardé le grand livre cette nuit-là, la bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui, murmurant des chiffres comme des prières. Tout ce dont les gens se souvenaient, c'était la fille dehors avec le briquet. Ma mère ne m'a pas frappé avant notre retour à la maison. Des heures plus tard, quand l'adrénaline était retombée et que le deuil n'était pas encore arrivé. Elle m'a giflé une fois, 2 fois, puis une 3e fois, sa paume rouge vif, ses lèvres tremblantes. Tu nous as ruinés, a-t-elle haleté. Tu as ruiné cette famille. Sais-tu ce que les gens vont dire? Sais-tu ce que tu as fait à Lily? Je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment compris que dans sa tête, il n'y avait que 2 unités qui comptaient. La famille et Lily. Pas moi. Pas mon père. Juste cette chose brillante en laquelle elle avait placé tous ses espoirs. Maman, ai-je dit, goûtant le sang. Ce n'était pas moi. Je jure que j'ai senti une odeur de gaz. Et je suis allée vérifier. Et puis... Arrête de mentir. Elle a pressé ses mains contre ses tempes. Toi et tes histoires. Toi et tes drames. Nous sommes finis. Nous sommes finis à cause de toi. Mon père était assis à la table de la cuisine, les coudes sur les genoux, fixant le vide. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas nié. Il avait juste l'air fatigué, plus vieux que ses 48 ans, comme si le feu l'avait vidé de l'intérieur, lui aussi. C'est peut-être mieux ainsi, a-t-il dit d'une voix rauque, sans me regarder. S'il part, c'est mieux. C'était mon procès. Sans jury. Sans appel. Sentence, l'exil. Effet immédiat. Ils m'ont tendu un sac poubelle avec mes vêtements. Lily a refusé de me regarder. N'ose même pas te montrer à mon enterrement, a sifflé ma mère en ouvrant la porte. Si nous avons encore un toit sur la tête après l'assurance, ce sera malgré toi, pas grâce à toi. Tu es morte pour nous, Emma. La porte a cliqué derrière moi. Je me souviens avoir pensé, en marchant vers l'arrêt de bus avec des baskets tachées de fumée, qu'au moins l'air semblait plus pur à l'extérieur de la maison. C'était la première pensée égoïste que je m'étais autorisée. La seconde est venue des années plus tard, quand j'ai finalement compris ce qui avait vraiment brûlé cette nuit-là, pas seulement le restaurant. Moi. Maintenant, 12 ans plus tard, je me tenais de l'autre côté de la rue, face à ce même bâtiment, plissant les yeux vers le verre là où il y avait autrefois de la suie. Le Henderson Block, a lu mon assistant, Marc, dans le dossier, tenant un parapluie au-dessus de sa tête. Usage commercial mixte. Restaurant au rez-de-chaussée. Espace de coworking à l'étage. Le client veut un audit complet de la sécurité incendie et une nouvelle conception de l'évacuation. Tu es sûr que tu peux t'en occuper? La pluie battait sur mes cils. L'air sentait l'asphalte mouillé au lieu du charbon. La structure originale avait été démolie. À sa place se dressait un cube moderne et épuré d'acier et de verre, tout en arête vive et en ton neutre. Si j'ignorais le nœud dans mon estomac, c'était beau, efficace, tout ce que le rose dîner n'avait jamais été. Je peux m'en occuper, ai-je dit. Marc m'a jeté un regard. Tu as été absente pendant 1 minute entière. Ça veut généralement dire que ton cerveau charge un traumatisme. Il avait ce ton de thérapeute irritant qu'il utilisait quand il me connaissait depuis trop longtemps. J'ai grandi ici, ai-je dit, comme si cela expliquait tout. Faisons juste la visite préliminaire. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais tellement rêvé de ce bâtiment que le voir ressuscité me donnait l'impression d'entrer dans un de ces rêves où l'on perd ses dents. J'étais devenu ingénieur en sécurité incendie à cause de cette nuit. C'était la seule façon que je connaissais de maîtriser les flammes pour en faire quelque chose que je pouvais contrôler. Plan de sprinkler, voie d'évacuation, température d'embrasement généralisée, des chiffres qui avaient un sens, contrairement aux accusations. Je pensais avoir dépassé la fille au briquet. Je pensais l'avoir enfermée avec le reste de cette ville.
Apparemment non. Nous avons traversé la rue. Ma botte a éclaboussé une flaque qui reflétait le bâtiment, tordu et ondoyant. Attention, a dit Mark. Tu as failli rentrer dans cette Prius. Elle l'avait peut-être cherché, ai-je grogné. Il a reniflé. À l'intérieur, le Henderson Block sentait la peinture fraîche et l'argent propre et cher, celui qui circule dans les portefeuilles d'investissement et les fonds immobiliers. Le hall avait de hauts plafonds, des œuvres d'art de bon goût, une réceptionniste à l'eyeliner parfait. Bonjour, bienvenue, a-t-elle dit. Vous devez être de Calra Safety Consulting. Monsieur Henderson vous attend dans la salle de conférence B, le nom m'a frappé en pleine poitrine, comme un coup de poing. Henderson, ai-je répété. Oui, madame. Monsieur Oliver Henderson. C'est le gestionnaire immobilier. Prénom différent. Homme différent. Mais cela m'a quand même donné un frisson. Henderson avait été le nom sur tous les documents juridiques que nous avions signés après l'incendie. Le promoteur qui avait finalement acheté le terrain calciné. L'homme qui avait transformé la ruine de ma famille en une zone d'opportunité. Bien sûr, il avait des fils. Bien sûr, ils avaient hérité. J'ai suivi les indications de la réceptionniste dans un couloir aux parois de verre, essayant de ne pas laisser mes pensées s'emballer. La pluie striait les fenêtres. Mon reflet flottait faiblement à côté de la tempête. La salle de conférence B était déjà occupée lorsque nous sommes entrés. Un homme d'une trentaine d'années se tenait près de l'écran, faisant défiler une tablette. Cheveux sombres, très fins, costume sur mesure qui semblait être livré avec son propre accord de confidentialité. Il a levé les yeux à notre entrée. Son regard s'est accroché à mon visage. Pas de cette manière insistante et agaçante que certains clients ont en regardant les consultantes, mais comme s'il essayait de me reconnaître. Emma Cole, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu prudemment. Et voici Mark Lowell, mon associé. Oliver Henderson. Il a tendu la main. Sa poignée était ferme, sèche, purement professionnelle. Merci d'être venu si vite. La ville insiste depuis la dernière inspection. 3 issues de secours bloquées et un panneau de circuit surchargé ont tendance à avoir cet effet, ai-je dit avant de pouvoir me retenir. Le coin de sa bouche a tressailli. D'où le nouveau contrat. Nous nous sommes installés pour la réunion. Il nous a présenté les plans d'étage, les contrats de location, les charges d'occupation. J'ai posé des questions. Mark a pris des notes, intervenant lorsque c'était nécessaire. Tout semblait presque normal, à l'exception du bourdonnement constant et faible dans mon crâne, comme une alarme incendie à pile faible. Chaque fois qu'Oliver disait « la structure précédente », mon esprit complétait avec « ton enfance ». À un moment donné, il a montré la rue par la fenêtre. Le restaurant d'origine se trouvait à peu près là, d'après ce que mon père m'a dit. Il a dit que l'incendie avait été spectaculaire. Spectaculaire. C'était un mot pour le décrire. Mark m'a jeté un rapide coup d'œil. Il connaissait les grandes lignes, mais pas les détails. J'avais toujours gardé ça pour moi. Votre père était-il impliqué dans la propriété à l'époque, a demandé Mark. Oliver a hésité. Pas encore. La compagnie d'assurance l'a gardé un moment après le sinistre, mais mon père a acheté le terrain peu de temps après. C'était un vrai gâchis, apparemment. Il en parlait comme d'une histoire ancienne, quelque chose qu'il avait lu dans un dossier. Pour être juste, il était probablement adolescent à l'époque, juste un gamin dans une autre ville en train de manger ses céréales pendant que nos vies brûlaient. Quoi qu'il en soit, a-t-il dit vivement, passant à une autre diapositive, nous envisageons d'agrandir la salle du restaurant. Je veux m'assurer que nous sommes conformes avant d'abattre des murs. Nous nous sommes plongés dans les détails techniques, les calculs de charges d'occupation, les largeurs d'évacuation. Je me suis réfugié dans les chiffres parce qu'ils ne se souciaient pas de qui avait allumé quoi. Ce n'est qu'après la visite, quand Mark est parti déplacer la voiture, qu'Oliver m'a arrêté près de l'ascenseur. Désolé, a-t-il dit. Je ne voulais pas vous embarrasser devant votre collègue, mais étiez-vous de la famille d'école qui possédait le rose dîner? L'air s'est épaissi. Oui, ai-je dit lentement. Je suis leur fille aînée. Ses sourcils se sont haussés en signe de reconnaissance.
Je m'en doutais. Vous avez les yeux de votre mère, mais avec moins de chances de m'incendier. J'ai cligné des yeux. Pardon. Il a grimacé. C'était une mauvaise blague. Ignorez-moi. Je me souviens juste d'elle d'après de vieilles notes de réunion. Elle a menacé de mettre le feu à toute la ville si l'assurance refusait le sinistre. J'ai dégluti. Ça lui ressemblait bien. Comment va-t-elle, a-t-il demandé nonchalamment. Votre famille est toujours dans le coin? Voilà. La question que j'esquivais depuis des années. Je ne saurais pas vous dire, ai-je dit. Nous ne nous sommes pas parlé depuis plus de 10 ans. L'expression d'Oliver a changé. Pas de la pitié, heureusement, mais quelque chose comme de la compréhension. Mon père a coupé les ponts avec son père. Ils ne se sont pas parlé pendant 20 ans, jusqu'à la mort du vieil homme. Ça laisse des traces. Il l'a dit sur un ton léger, mais les mots ont pesé lourd. J'aurais pu mettre fin à la conversation là. J'aurais pu sourire poliment, trouver une excuse et retourner en ville avec mes fantômes. Mais quelque chose d'autre s'est produit. Le bâtiment bourdonnait autour de nous. La pluie tambourinait contre la vitre. Et pour la première fois depuis que j'avais remis les pieds dans cette ville, la curiosité brûlait plus fort que le ressentiment. Votre père a-t-il jamais mentionné la cause de l'incendie, ai-je demandé. Officieusement. Oliver m'a étudié un instant. Pourquoi ai-je l'impression que vous savez déjà ce que disait le rapport? Je sais ce que disait le rapport, ai-je répondu. Je ne sais pas ce que votre père croyait. Il a regardé au-delà de moi, vers la rue mouillée. Quand il a finalement parlé, sa voix avait perdu son vernis professionnel. Il m'a dit que les propriétaires n'avaient pas eu de chance, a dit Oliver. Et qu'il était encore plus malchanceux parce qu'au moment où il a acheté le terrain, l'indemnité avait déjà été versée et la police avait décidé que ça ne valait pas la peine de poursuivre. Ce n'est pas une réponse, ai-je dit. Je sais. Il a hésité, puis a ajouté, quand il est tombé malade, ma mère m'a fait nettoyer son bureau à la maison. Il y avait des boîtes de dossiers de ses premières affaires. Je me souviens avoir vu un dossier avec le nom de votre famille dessus. Je ne l'ai pas lu. J'aurais aimé. Malade, temps passé, mort. Alors, quelque chose en moi a bougé d'une fraction de pouce. Si jamais vous le retrouvez, je me suis entendu dire, ça m'intéresserait. Il a hoché lentement la tête. Ah, écoutez. Aucune promesse. Il n'en avait pas besoin. Je pouvais entendre la décision se mettre en place dans son esprit comme une pièce de puzzle. C'était le premier tournant. Le moment où la curiosité a ouvert une porte que la vengeance avait clouée. 2 jours plus tard, il a appelé. J'ai trouvé la boîte, a-t-il dit sans préambule. Si vous avez le temps ce soir, je peux apporter les dossiers à votre hôtel, où nous pouvons nous retrouver dans un lieu public si vous pensez que je suis secrètement un tueur en série. Le hall de l'hôtel ira très bien, ai-je dit, me surprenant moi-même. 19h? Il a ri. À 19h. Quand il est arrivé, la pluie s'était transformée en brouillard. Le hall n'était que moquette feutrée et jazz doux. Il est entré, portant une boîte en carton usé comme si elle contenait quelque chose de fragile. Avant que je ne vous donne ça, a-t-il dit, vous devez savoir que j'en ai lu une partie. Pas tout. Je me suis dit que si j'allais remuer des cendres vieilles de 12 ans, autant savoir si je vous tendais de l'essence. Et, ai-je demandé. Il a posé la boîte sur la table basse entre nous. Et ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, a-t-il dit. Je pensais trouver la preuve que vos parents étaient des escrocs ou que mon père était un saint. Au lieu de ça, c'est plus désordonné. Le désordre, je peux gérer, ai-je dit. C'est juste un autre mot pour mes 20 ans. Il a souri faiblement et a poussé la boîte vers moi. Je ne suis pas sûr de la quantité que vous voulez lire seul. Je peux rester ou je peux filer. C'est vous qui décidez. J'ai apprécié qu'il demande. Tant de gens supposaient que des histoires comme la mienne étaient un divertissement voyeuriste. Quelque chose à consommer d'une traite puis à oublier. Restez, ai-je dit. J'aurais peut-être besoin que quelqu'un me dise si j'ai halluciné une phrase. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé du hall. La boîte ouverte entre nous.
À l'intérieur se trouvaient des chemises en manille, des piles de notes attachées avec des élastiques, quelques vieux polaroïds du restaurant calciné. Mon estomac s'est noué à la vue de l'enseigne noircie. Rose. Rose dîner. Les lettres R et S avaient fondu en une forme méconnaissable. J'ai ouvert la première chemise. Correspondance entre mon père et la compagnie d'assurance. Demande de rapport d'inspection du code des incendies. Copie de déclaration de revenus. C'était comme lire une langue que j'avais autrefois connue mais oubliée. Une grammaire de survie et de désespoir. À mi-chemin de la pile, mes doigts ont effleuré un paquet agrafé, étiqueté de l'écriture de mon père. Déclaration, disait-il. Pour avocat, non soumise. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Voulez-vous que je... A commencé Oliver. C'est bon, ai-je dit. J'ai déplié les pages. Ce que J. ai lu a retourné l'histoire que je portais depuis 12 ans. Il avouait tout, non pas de la manière nette et scélérate que j'avais répétée dans ma colère, mais de la voix épuisée et provocante d'un homme qui n'avait plus de moyens de se cacher de lui-même. Il écrivait sur les usuriers, sur la deuxième hypothèque dont ma mère n'était pas au courant, sur les nuits où il comptait les billets froissés dans l'arrière-boutique, se demandant combien de mois de plus il pourrait payer les salaires. Il écrivait sur le bidon d'essence dans le placard de stockage. Il écrivait comment il était entré dans la cuisine cette nuit-là, avec l'intention seulement d'effrayer les chiffres pour qu'ils s'alignent, selon ses propres mots. Comment il avait renversé plus d'essence qu'il ne le voulait, comment la veilleuse s'était enflammée plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il écrivait sur sa panique, sur le fait de courir dans la ruelle pour déclencher l'alarme, les mains tremblantes, le cœur battant si fort qu'il le sentait dans ses dents. Il écrivait m'avoir vu par la fenêtre, sortant du congélateur avec une boîte de frites surgelées, un briquet à la main, un truc bon marché que j'avais ramassé parce que l'allumeur électrique de la cuisinière était cassée. Il a écrit, à ce moment-là, j'ai réalisé que si je disais la vérité, je perdrais tout. L'assurance, la maison, le restaurant, peut-être ma liberté. Si je les laissais croire que c'était Emma, nous perdrions toujours le restaurant, mais la dette serait payée. Nous pourrions recommencer. C'était comme choisir lequel de mes enfants brûler. J'ai choisi celle qui savait déjà comment survivre au feu. Ma vision est devenue floue. Les mots dansaient. Emma. La voix d'Oliver semblait lointaine. Et, respirer. Ma gorge s'est nouée. Il savait. Il savait que ce n'était pas moi. Oliver a hésité. Oui. Et il les a laissés m'accuser quand même. Il n'a pas essayé de répondre à cela. Sous la confession, mon père avait écrit un autre paragraphe avec un stylo différent, d'une écriture plus visiblement tremblante. Je sais que je devrais le lui dire. Je sais que c'est de la lâcheté. Je n'arrête pas de me dire que j'avouerai quand l'assurance aura payé et que nous serons de nouveau stables, quand je pourrai lui offrir quelque chose au lieu de seulement de la culpabilité. Mais chaque jour qui passe rend cela plus difficile. Chaque fois que je regarde sa chaise vide au dîner, j'entends mon propre silence résonner. Si tu lis ceci, Emma, cela signifie que je n'ai jamais fait ce qu'il fallait de mon vivant. Je suis désolée. Pas de la manière dont les gens disent désolé parce qu'ils se sont fait prendre, mais de la manière dont un homme brûlé est désolé d'avoir un jour craqué une allumette. Je n'attends pas de pardon. Je veux que tu saches la vérité, même si tu ne nous adresses plus jamais la parole. La page se terminait là. Pas de signature, pas de témoin, juste de l'encre et du regret. Pendant un long moment, le seul son était le bourdonnement de la climatisation de l'hôtel au-dessus de nous. Je me suis toujours demandé pourquoi il ne s'était pas battu plus fort, ai-je dit finalement, la voix rauque. Pourquoi il n'avait pas au moins fait semblant de me croire. Et il s'avère qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il était acculé, a dit Oliver doucement. Mais ça ne rend pas la chose acceptable. J'ai ri, un son déchiqueté. Non, ça ne la rend pas acceptable. La colère a flambé, chaude et brillante, puis s'est transformée en quelque chose de plus étrange et de plus douloureux. Le deuil pour un homme qui m'avait sacrifié à un feu qu'il avait lui-même allumé. Le deuxième tournant m'a frappé comme un coup de poing. Mon père était à la fois incendiaire et lâche, mais il n'avait jamais réellement cru que j'étais le monstre. Pendant 12 ans, j'avais porté non seulement leur haine,
mais aussi le soupçon que, peut-être, au fond, ils avaient raison sur moi. Peut-être qu'il y avait quelque chose en moi qui brûlait trop facilement. Maintenant, je savais que la seule chose qui n'allait pas chez moi, c'est que j'avais été pratique. Vous voyez ça? J'ai montré une note attachée au dos. Réunion prévue. Cole, avocat Henderson, expert. 30 jours après l'incendie. Il y a une note manuscrite. Le client a refusé de porter plainte. Henderson, c'est mon père, a dit Oliver doucement, se penchant plus près. Mais ce n'est pas son écriture. C'est celle de votre mère. Un bourdonnement a commencé dans mes oreilles. Elle savait. Elle devait le savoir pour prendre cette décision. Ma mère s'était tenue dans notre cuisine et m'avait traité de menteuse, sachant que la menteuse, c'était elle. Le troisième tournant n'a pas été explosif. C'était une compréhension calme et glaciale qui s'est mise en place comme du givre sur une fenêtre. J'ai alors réalisé que j'étais venue ici pour tourner la page, mais ce que j'ai trouvé, c'était de la dynamite. Je pouvais faire tant de choses avec cette information. Je pouvais poursuivre ma mère, la succession, la compagnie d'assurance. Je pouvais traîner leur nom dans la boue en ligne, comme tant d'histoires que j'avais entendues sur TikTok. Je pouvais envoyer par la poste des copies de cette confession à chaque personne de la ville qui m'avait un jour regardé comme si j'étais une criminelle. Les options s'alignaient dans ma tête comme des allumettes dans une boîte, prêtes à être craquées. « Que allez-vous faire » a demandé Oliver. J'ai fixé la confession, le gribouillage désespéré de mon père, la notation soignée de ma mère. Pendant 12 ans, ma vie avait été définie par ce qu'ils m'avaient fait. Ce qui allait suivre devait être défini par ce que je ferais sans eux. Je vais rentrer chez moi, ai-je dit. Pas chez eux, à mon appartement, à ma vraie vie. Je vais envoyer une copie de ceci à un avocat en qui j'ai confiance et demander ce qui peut être fait. Pas pour les détruire, mais pour laver mon nom et couper tout lien juridique restant. C'est tout, a-t-il demandé, non pas pour juger, mais surpris. J'ai pris une grande inspiration, la sentant dilater mes côtes. Je pensais que je voulais un brasier, ai-je dit. Les voir tout perdre comme je l'ai fait. Mais cela signifierait me tenir assez près pour sentir la chaleur. Je suis fatigué de sentir la fumée. J'ai glissé la confession dans le dossier, gardant une feuille de côté. Celle-ci, ai-je dit, en tapotant la page avec les excuses de mon père. Je la garde. Le reste peut aller à l'avocat. Et votre mère, a demandé Oliver. Elle peut garder ce qu'elle a choisi, ai-je dit, les mots sortant plus stables que je ne me sentais. Elle a choisi l'argent plutôt que moi. Elle a choisi le silence plutôt que la vérité. C'est son problème. J'ai fini d'auditionner pour un rôle dans son histoire. Je l'ai imaginé, toujours dans la maison, peut-être prétendant encore que l'incendie avait été un coup du sort au lieu d'un pacte qu'elle avait conclu avec elle-même. Pour la première fois, l'image ne m'a pas donné envie de crier. Elle m'a donné envie de faire ma valise et de réserver un aller simple pour un endroit où le temps est meilleur. C'est en fait très sain, a dit Oliver. J'étais un peu préparé à ce que vous mettiez le feu à mon immeuble. J'ai réussi à esquisser un faible sourire. Mauvais pour les affaires. Pas génial pour ma réputation. Nous sommes restés assis en silence à nouveau, mais c'était différent cette fois. Moins comme être assis dans les cendres, plus comme regarder l'aube se lever sur un champ noirci. Le rebondissement est survenu une semaine plus tard, sous la forme d'une lettre recommandée. J'étais déjà rentré en ville. Mon appartement sentait le café, la lessive et le basilic que j'oubliais toujours d'arroser. Je m'étais jeté à corps perdu dans l'audit du Henderson Block, peaufinant les voies d'évacuation et les spécifications des sprinklers jusqu'à en avoir les yeux qui se croisent. Quand on a sonné à la porte, j'ai supposé que c'était Marc avec des plats à emporter. C'était un coursier. J'ai signé pour l'enveloppe en pilote automatique. À l'intérieur se trouvait une courte lettre d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas et la photocopie d'un testament. Le testament de mon grand-père. Pas le grand-père que j'avais connu, le père de ma mère qui avait favorisé Lily et ne m'avait laissé qu'une montre de poche cassée. C'était le père de mon père. L'homme silencieux des vieilles photos, toujours un pas derrière sa femme, la main sur l'épaule de mon père. Il était mort quand j'avais 10 ans.
Nous étions allés à l'enterrement, mais personne n'avait parlé d'héritage. Selon ce document, sa succession avait été modeste, une maison, quelques économies, une petite assurance vie. Il avait légué la maison à mon père, dans le cas où mon père décéderait avant ma mère, à son enfant aîné survivant, Emma Cole. Une note de l'avocat était jointe. Ce testament n'a pas été soumis lors de l'homologation il y a 12 ans en raison d'un document testamentaire ultérieur fourni par votre mère nommant Lily Cole comme unique héritière. Une enquête récente a révélé que ce dernier document était un faux. La succession de votre père étant désormais entièrement réglée suite à son décès l'année dernière, vous êtes la propriétaire légitime du bien susmentionné, sous réserve de quelques charges mineures. Veuillez nous contacter pour discuter des options. Je me suis assise lourdement. Info. Elle ne m'avait pas seulement sacrifié une fois. Elle avait continué à le faire, discrètement, sur le papier, m'effaçant de tout avenir où j'aurais quelque chose à moi. Pendant un instant, la rage est revenue en force, plus chaude que n'importe quel feu de cuisine. Puis autre chose la refroidit. Une étrange odeur familière de pain. Oliver avait appelé 2 jours plus tôt pour me dire qu'il avait trouvé une autre boîte dans le bureau de son père. Une qui contenait, entre autres, une correspondance entre son père et ma mère concernant la protection des actifs après l'incendie. J'ai cherché son numéro dans mon téléphone et j'ai appelé. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Salut », a-t-il dit. « Comment vas-tu ? Ma mère a falsifié le testament de mon grand-père, ai-je lâché, pour m'exclure. Je viens de recevoir une lettre d'un avocat. » Il y a eu une pause. « Waouh », a-t-il dit. « D'accord, c'est beaucoup. Je pense que votre père était peut-être au courant, ai-je dit en faisant les 100 pas, je pense que c'est pour ça qu'il a gardé tous ces documents. Pourquoi il n'a pas déchiqueté la confession? Ce n'était pas un homme bon, mais il a laissé une trace. Vous pensez qu'il essayait de réparer les choses, a demandé Oliver. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville, les gens vivant des vies qui n'avaient rien à voir avec des incendies ou des signatures falsifiées. Je pense, ai-je dit lentement, qu'il voulait avoir l'option de réparer les choses un jour. Peut-être pensait-il qu'il aurait le temps. Puis il est mort, et le désordre est devenu le vôtre et le mien. Quelle chance nous avons, a marmonné Oliver. J'ai ri, un petit rire sincère. Alors maintenant, vous possédez une maison dans votre ville natale, a-t-il dit. Que allez-vous en faire? C'était la question, n'est-ce pas? J'ai imaginé la vieille maison. Je n'y étais allé que 2 fois dans mon enfance. Une fois pour Noël. Une fois quand mon grand-père est tombé et s'est cassé la hanche. Elle était petite, avec de la peinture qui s'écaillait et un citronnier dans le jardin. Mon grand-père m'avait donné un de ces citrons, encore chaud du soleil. Je l'avais mangé avec du sucre et j'avais pensé que c'était la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Pendant 12 ans, ma mère était restée dans la ville, dans la maison payée par l'assurance, s'accrochant à une histoire où elle était la victime et moi la méchante. Maintenant, il y avait une maison à mon nom, un endroit qui m'appartenait de droit, pas par culpabilité. Je vais la rénover, ai-je dit lentement. En toute sécurité. Pas de bidon d'essence dans les placards. Oliver a gloussé. Je vais refaire l'électricité, installer des sprinklers, peut-être en faire quelque chose d'utile. Une location de courte durée pour les jeunes qui ont besoin de fuir la maison de leurs parents pendant un certain temps. Un endroit calme avec des draps propres et une serrure dont personne d'autre n'a la clé. Vous êtes sérieuse, a-t-il dit. Très sérieuse, ai-je répondu. Je ne peux pas changer ce qui m'est arrivé, mais je peux m'assurer que quelqu'un d'autre ait un atterrissage plus doux quand sa vie part en fumée. Il est resté silencieux un moment. Quand il a repris la parole, sa voix semblait plus légère. Si vous voulez de l'aide pour les permis, a-t-il dit, je connais un gars à l'urbanisme qui me doit une faveur. Le truc avec les rebondissements, c'est qu'ils ne se contentent pas de recadrer le passé, ils inclinent aussi l'avenir. J'étais retournée dans cette ville prête à l'ignorer pour toujours ou à la raser. Au lieu de cela, je planifiais une issue de secours pour des inconnus. C'était mon choix moral. Pas la vengeance, pas la réconciliation, mais la création. Des mois plus tard, la maison sentait la peinture fraîche et la sciure de bois. Le citronnier était toujours dans le jardin, plus vieux et un peu noueux, mais obstinément vivant.
J'ai passé la main sur la nouvelle rampe que nous avions installée, lisse et solide. Marc était à l'intérieur, se disputant avec l'entrepreneur sur l'emplacement des détecteurs de fumée. Oliver était sur le toit, prétendant connaître quelque chose au bardeau. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un numéro que je reconnaissais mais que je n'avais pas vu depuis des années, ma mère. Pendant un long moment, j'ai juste regardé l'écran s'allumer. Puis j'ai appuyé sur refuser. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qui réécrirait la confession, le faux, les années de silence. D'ailleurs, j'étais occupée. Et, a crié Oliver d'en haut. Tu ne vas pas nous faire installer des bardeaux roses, n'est-ce pas? Détends-toi, ai-je crié en retour. On va mettre de l'ardoise. Traumatisme sérieux, toi sérieux. Il a ri, le son descendant avec la poussière. Je suis entrée dans ce qui allait devenir la première chambre, le soleil inondant le sol. Je pouvais presque voir un jeune assis là avec une valise, respirant comme s'il venait d'échapper à quelque chose. J'avais échappé à mon incendie. J'étais retournée dans ces cendres et en étais ressortie avec autre chose. Pas d'épreuve, pas de la vengeance, des plans. Finalement, la ville n'a jamais eu son scandale public juteux. Il n'y a pas eu de vidéo virale de moi lisant la confession de mon père à voix haute. Pas de drame judiciaire avec ma mère à la barre. Il n'y a eu qu'une correction juridique discrète des registres, une tentative de recouvrement de l'assurance retirée, un titre de propriété à mon nom et un appel sans réponse. Je pense parfois à envoyer à ma mère une seule page photocopiée, celle où mon père a écrit « J'ai choisi celle qui savait déjà comment survivre au feu ». Mais ensuite, j'imagine ses yeux parcourant les mots et je réalise que peu importe qu'elle les lise ou non. La seule personne qui a besoin de comprendre que j'ai toujours été plus que leur bouc émissaire, c'est moi. Le Henderson Block a passé son audit de sécurité incendie avec des corrections mineures. Oliver m'a envoyé une photo la nuit où ils ont installé le dernier panneau de sortie, sa lueur verte se reflétant dans le verre en dessous. Il a texté, plus de feu, seulement de la nourriture. La maison sur Birch Lane a ouvert discrètement 6 mois plus tard. Pas d'inauguration, pas de communiqué de presse, juste une simple annonce sur le site d'une petite association. Logement temporaire pour jeunes adultes quittant des foyers dangereux. Sûr, discret, gratuit. La première fois que je suis passée devant et que j'ai vu des lumières allumées aux 2 fenêtres des chambres, je me suis tenue sous le citronnier et j'ai respiré l'odeur d'agrumes et de nouveau départ. Une fois, à 16 ans, j'avais vu mon monde entier brûler et j'avais pensé que c'était la fin. Il m'a fallu 12 ans, une confession, un testament falsifié et un gestionnaire immobilier très patient pour réaliser que ce n'était que le premier jet. Maintenant, quand je m'endors, je ne rêve pas de flammes grimpant au mur. Je rêve de plans d'architecte. Et quelque part, juste au-delà de l'horizon de ces rêves, il y a une version de moi qui construit plus de portes que de murs.